Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'entends beaucoup d'intervenants, bon, souvent dans le monde non musulman, euh, élaborer des théories, des perspectives sur l'histoire de l'intelligence artificielle et ses conséquences. Je voudrais donner mon point de vue et un petit peu une voix dissonante par rapport à la crainte généralisée qu'il y a par rapport à ça. Euh, si on remonte un petit peu dans le temps, on a vu que dans un premier temps, la technologie, la robotisation, on va dire, a amené les êtres humains à s'affranchir de toute une série de boulots pénibles et répétitifs dans les usines. Donc des boulots bon, qui étaient indignes de l'être humain. Faire le même geste toute la journée, etc. Encore aujourd'hui, je pense que, bon, socialement, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais des boulots comme caissière, c'est indigne d'un être humain. Hein. Scanner des produits, réclamer de l'argent. Normalement, s'il n'y avait pas l'aspect social, il faudrait automatiser tout ça avec des self-scans, etc. Parce que voilà, l'humain n'est pas une machine, n'est pas un animal, donc voilà. Et là-dessus, tout le monde était plus ou moins d'accord, vu ce que je décris, hein, pénibilité du travail, gestes répétitifs, etc. Mais maintenant, évidemment, le progrès avançant, je rappelle que la robotisation, les chaînes automatisées en usine et tout ça, bah, ça date quand même déjà on va dire, un demi-siècle. Hein. Donc voilà, un demi-siècle est passé. Et maintenant, en fait, on passe à la vitesse supérieure. Les boulots à haut rendement cognitif sont menacés. Comptables, etc. Enfin, je vais pas faire la liste. Hein. Tout ce que l'intelligence artificielle pourra faire aussi bien, voire mieux que l'être humain, avec plus de précision, moins d'erreurs, sans compter tous les aspects improductifs de l'être humain. L'être humain est malade, l'être humain a des burn-out, l'être humain a des dépressions, l'être humain ment, falsifie, etc., etc. Bon, ce que la machine ne fait pas. Donc, je crois qu'il est complètement illusoire, et c'est de l'énergie perdue, que de dire stop, il faut interdire, c'est pas bien, on va perdre plein de gens au chômage, etc., etc. C'est aussi illusoire, c'est aussi utopique que ceux qui ont dit stop les robots, stop les machines dans les usines, il faut que toute la main-d'œuvre continue à mettre dans des écrous, dans des vis, etc. Euh, on a vu que ça a été évidemment un échec total. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas la productivité, on n'arrête pas ce qui va permettre à des entrepreneurs d'augmenter leur vitesse de production, leur rendement, leur marge bénéficiaire, etc., etc. Bon, donc pour moi, tout ça, c'est du temps perdu. On peut, ça peut être intéressant, la gymnastique intellectuelle, mais c'est du temps perdu, fondamentalement. Parce que c'est comme ça. On peut pas, sauf quand, comment je veux dire, la vie oblige, catastrophe naturelle, etc. Là, on revient aux fondamentaux, etc. Bon, donc évidemment, oui, on peut déplorer aussi que l'être humain va fatalement être de moins en moins débrouillard et apte à certaines choses parce que les machines, sous forme d'électronique, mécanique ou, enfin, tous les aspects, hein, la robotique, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, etc., etc., euh, vont, vont, vont prendre le pas. Bon, tout ceci, voilà, c'est un point de vue qui se discute, mais que je pense que le discuter, ça sert pas à grand-chose, parce que ça sera inévitable. C'est comme si je vous dis, on peut dire, ce serait bien de marcher 2 kilomètres pour amener tes enfants à l'école. Ça fait du sport, tu vas griller des calories, etc. Les personnes vont le faire un jour ou deux, ils vont arriver en retard, ils vont être trempés, ils vont avoir froid, et puis ils vont prendre le bus ou la voiture au bout de 3 jours.
comme ça. Comme si tu dis aussi aux gens, il faut manger du quinoa, des herbes, des fourmis, des machins, des salades. Oui, bon, les plus motivés hein, vont faire ça quelques jours et puis ils vont passer devant un, un kebab truc et ils vont sauter dessus parce que voilà, la nature humaine, souvent je le répète, hein, elle est ce qu'elle est. Ça sert à rien de lutter contre la nature humaine. La nature humaine aime la sécurité, la facilité, les bonnes choses, le moindre effort, etc., etc. Et c'est valable dans tous les domaines, hein, dans le travail, dans les relations sentimentales, dans les déplacements, c'est comme ça. Les gens de nos jours, pour acheter un pain ou des œufs, euh, même si l'endroit est à 1 kilomètre de chez eux à vélo, ils vont prendre leur voiture. Sauf quelques bobos qui vont se retrouver au milieu des bagnoles à se faire écraser pour aller en vélo. Comme on peut voir dans les grandes capitales, certains parents qui amènent leurs enfants à l'école dans des vélos, et bon, ils ramassent plein de gaz d'échappement dans la figure et ils manquent de se faire écraser pour leurs convictions. Mais bon, bref. Donc, moi, je suis toujours dans l'hyperréalisme, comme j'essaye toujours de le faire, donc je ne m'aventure pas vers des trucs... en anglais, on dit wishful thinking, donc les choses qu'on souhaiterait, mais qui en fait qui s'appliquent pas. Voilà. Comme aujourd'hui, frère, je voudrais me marier, avoir 8 enfants. Oui, tu peux le vouloir, mais ce n'est plus dans l'air du temps. D'abord, tu auras des grandes difficultés à te marier, puis tu auras des grandes difficultés à rester marié, et puis tu auras des très grandes difficultés à trouver une femme qui vaudra plus que 2 ou 3 enfants. Très grandes difficultés. Donc, je ne vais pas alimenter des pensées qui ne sont pas, qui sont stériles, qui sont dans des impasses. Et moi, je vois beaucoup de frères, en fait, dans beaucoup de sujets, qui sont là-dedans, en fait. C'est-à-dire, ils sont en dehors des réalités. Ils sont en dehors des réalités. Euh, et ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde, en fait, malheureusement. Bon, alors, maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. Moi, je prends ça pour acquis. Question de temps, en fait. Question de temps. Bientôt, ça sera préhistorique pour tout le monde, ces histoires de les notaires, tout sera sur la blockchain avec des trucs. Enfin, bref, pour ceux qui s'informent un peu là-dessus, voilà. Je fais une parenthèse, parce qu'avant que j'oublie, euh, moi je suis pas parfait, je suis pas un génie. Donc ça veut dire en fait quand je prends des exemples, quand je cite des choses, c'est pas toujours exact dans le sens que c'est très symbolique ce que je dis. Parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent, j'ai vu dans les commentaires, oui, c'est pas des photons lumineux, c'est des électrons. Bon, on se comprend, hein, on a compris. Donc, je veux dire, il y a que les gens qui veulent un peu couper les cheveux en quatre qui sont là à analyser chaque mot et à essayer de décrédibiliser le sens. Et c'est ça qui compte, ça, le sens. Le reste, ben, peut-être parfois je prends des meilleurs exemples que d'autres. Faut pas s'arrêter à des détails. Faut voir le grand principe dans son ensemble. Bon, ceci étant dit. Donc moi, je prends l'avènement de l'intelligence artificielle comme quelque chose d'inévitable, comme tout le reste en fait, hein. Comme tout le reste, tout ce qui, tout ce qui se dit quoi. Les robots de Boston Dynamics qui font des acrobaties, qui sautent, qui tombent pas, qui marchent sur de la glace et qui arrivent à garder leur équilibre et tout ça. Bon, ça progresse à toute vitesse. Euh, bon voilà, tout progresse à toute vitesse dans tous les domaines et ça va s'accélérer. Bon, pour moi, c'est inévitable. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est la suite. Alors tout le monde fait des scénarios noirs. On n'aura plus de travail, euh, qu'est-ce qu'on va faire, on va s'ennuyer. Bon, je voudrais préciser aux frères qui travaillent et qui m'écoutent de ne pas mal prendre ce que je vais dire, parce que je, ne- moi je défends une thèse qui est une thèse. Je ne vous vise pas vous particulièrement, je cherche pas à vous humilier, vous rabaisser, c'est pas ça. Il faut savoir mettre les idées d'un côté et vos réalités personnelles de l'autre. Donc ça n'a rien à voir. Il faut pas, parce que les gens pourraient être vexés. C'est pas le but de ce que je vais dire de les vexer. Donc je fais partie des gens qui suis fondamentalement anti-travail. Anti-travail comme on le conçoit dans la société moderne.
C'est-à-dire, je me lève le matin, je déjeune à toute vitesse, je dépose les enfants à la garderie, je vais au boulot, je me retrouve entouré de collègues, hommes, femmes, mixité, etc. Je passe toute ma journée avec eux, donc finalement, c'est eux ma famille plus que ma famille. Je rentre le soir et j'ai juste le temps de manger en famille, de coucher les enfants. Et finalement, je deviens un étranger parmi les miens. Je suis fatigué, je suis déprimé. Donc évidemment, le week-end, je dois contrebalancer. Donc je vais à Euro Disney, je dépense de l'argent, j'organise des voyages parce qu'il faut un petit peu avoir une compensation de toute cette vie un peu oppressante. Bon, je vais pas faire un audio sur le travail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis quelqu'un qui suis anti-travail. Anti-travail, je répète, comme on l'entend aujourd'hui. Par contre, si on dirait que, voilà, une fois que tu as déposé les enfants à l'école, euh, jusque 13 heures, 14 heures, donc de 9 heures à 13 heures, de 9 heures à 14 heures, tu fais un travail d'intérêt public. Hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, visiter des vieux, visiter des malades, je ne sais pas, nettoyer une place, réparer des trucs électriques, vider des poubelles, enfin peu importe. Chacun a son truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas en échange, oui, d'un plus, d'un petit plus financier, etc. Tu rentres, tu n'as pas raté tes prières, euh, tu as encore toute l'après-midi pour toi et ta famille, pour, etc. Bon. Mais le travail, comme on l'entend aujourd'hui, pour moi, c'est une entreprise de destruction intellectuelle et d'accaparement de temps. C'est-à-dire que, évidemment, et de nouveau, je jette pas la pierre, je vois la réalité en face. Quand de 9 heures du matin à 17 heures, tu es occupé avec des responsabilités, des ultimatums, des contrats, des ceci, ben, tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, ben, tu n'as plus la possibilité de lire, de t'informer, de réfléchir, de passer du temps avec toi-même et avec les tiens, parce qu'on dit toujours la famille, oui, mais il y a aussi un temps, il faut se retrouver avec soi-même dans la vie. C'est important. D'ailleurs, je vous le conseille de, 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 de vous consacrer à vous, rien qu'à vous, euh, 1, 2, 3 heures par jour. Pour vous, pour réfléchir, pour être en dehors du bruit, pour être en dehors des conversations, pour être en dehors des responsabilités, un petit peu, vous, s'oxygéner la tête et voir où j'en suis, qu'est-ce que je pense, etc. C'est important pour l'équilibre mental. Et donc, ceci étant dit, moi je pense que, sans qu'ils s'en rendent compte, parce que le but des instigateurs de tout ça n'est peut-être pas ça, mais le fait qu'à un moment donné, ils vont vouloir peut-être donner une espèce de salaire universel aux gens et laisser tout le monde devenir des consommateurs et non plus des travailleurs, ça va créer quoi? Ça va créer du temps, le temps. D'ailleurs, si vous faites un historique du travail, les gens, il y a un demi-siècle, ils travaillaient des 50, 60, 70 heures par semaine. Aujourd'hui, on a 30, 35. Donc, il se peut très bien que dans les années à venir, on passe un petit peu dans le régime que je viens de dire. Travailler tous les jours de 9 heures à 13 heures, ça veut dire 4 heures par jour, ça veut dire 20 heures par semaine. Et que, voilà. Alors, il y aura du temps. Comme aujourd'hui, les gens ont plus de temps qu'à l'époque. Alors, la question, c'est, ce temps, il va être rempli par quoi? Et c'est là le défi, c'est là la discussion. Parce que le temps, il y aura du temps. Mais est-ce que c'est du temps qu'on va passer sur des jeux vidéo? Est-ce que c'est du temps qu'on va passer devant des pranks sur YouTube? Est-ce que c'est du temps où on va faire le guignol sur TikTok? Est-ce que c'est du temps où on va faire du sport et se remettre en forme? Est-ce que c'est du temps où on va lire et acquérir de la science et du savoir? Est-ce que c'est du temps où on va participer à des débats et s'enrichir mutuellement d'idées et de contradictions? Ce temps, on va le passer à quoi? C'est ça la question. Et bien sûr, comme toujours, quand les êtres humains, ils ont le temps, ou quand ils n'ont pas le temps, quand ils sont riches, quand ils sont pauvres, quand ils sont beaux, quand ils sont moches, tu as une partie qui va s'intéresser
à l'essentiel, d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là, et qu'est-ce que ce créateur attend de moi. Et tu auras une partie des gens qui vont ben, comme des bœufs, quoi. Ah ben j'ai plus de temps, ben je vais faire plus ci, je vais faire plus ça. Et ça va rien changer. Donc moi, j'ai pas dit que c'est la panacée, que parce qu'il y a plus de temps, tout le monde va devenir des philosophes, des gens qui réfléchissent, des religieux. Non. Mais je dis que je ne peux pas m'attrister d'une d'un monde dans lequel les gens vont être moins quelque part abrutis, parce que le travail est une forme d'abrutissement, fatalement. Moi, je remarque, bon, quand même, à 50 ans, on peut tirer des conclusions quand même. Je remarque beaucoup de gens que j'ai connus quand ils ne travaillaient pas ne sont plus du tout les mêmes quand ils travaillent. Ils n'ont plus le temps, ils ne s'informent plus, sont fatigués et sont complètement pris entre leur travail et leur famille. Donc ils disparaissent de la sphère publique. Ils sont plus disponibles ni pour les autres, ni pour du savoir, ni pour s'informer. Ils sont, pour moi, ils subissent une sorte de viol mental, dans lequel on dit, si tu veux 2000 balles par mois, tu dois me donner 35 heures par semaine de ton temps, plus les déplacements. De ton temps, de ton énergie, de tes pensées, de tes préoccupations, etc. C'est une sorte de raquette, c'est une sorte de prostitution en fait, prostitution mentale, auquel on adhère. Pourquoi? Parce que voilà, faut payer des vêtements aux petits, les vacances, madame voudrait redécorer la maison, Ikea, truc, bon, voilà. Donc les gens acceptent, et puis le loyer surtout, il faut se loger, donc voilà. Donc, mais ce qui n'est pas normal, c'est que les gens après, en fait, ils défendent et ils tiennent à leur esclavage. Vous voyez? Oui, je veux travailler plus pour gagner plus, comme ça je pourrais faire plus de crédits, et je pourrais voyager plus, et polluer plus. C'est-à-dire, voilà, quand on entend un peu les revendications des gens, les gilets jaunes et autres, les gens, ils veulent plus, tu vois. On travaille à deux, on veut payer moins d'impôts, comme ça on a plus d'argent à dépenser. On veut aller avec les petits à Euro Disney, on veut ci, on veut ça. On veut une deuxième voiture. Bon, c'est-à-dire que les gens veulent être encore plus esclaves pour pouvoir encore plus consommer et être encore plus dans un cycle, un cercle infernal, en fait. Les gens n'ont pas compris qu'on se dirige vers un monde où, pour des raisons d'origine, d'âge, de plein de choses, de plus en plus de gens sont exclus du monde du travail traditionnel. Parce que tout simplement, payer quelqu'un à travailler, c'est très cher. Et les impôts, et les trucs, et les congés maladie, les congés de maternité, les aléas, etc. D'où les gens vont adhérer en masse à toutes sortes de programmes informatiques générés par l'IA et tout, qui vont les affranchir de tout ça. C'est inévitable. Alors la question c'est, nous ne sommes plus à l'époque des grèves, nous ne sommes plus à l'époque des rébellions, des manifs. Tout le monde a vu que ça ne marche pas. Pourquoi? Ben parce que on t'envoie des CRS, on te criminalise. Dès que tu es dans les rues, on te dit ah, islamiste, fasciste, complotiste. Bon, tu es vite catalogué et la meute se retrouve, on dresse la meute contre toi. Bon, voilà. Tu vois, c'est le même système. Donc à un moment donné, ce qu'il faut réfléchir, c'est dans le monde qu'on nous prépare, qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Euh, c'est important, hein. Vous savez, il y a une torture, il y a plusieurs tortures dans la vie qui ne portent pas leur nom. Il y a la routine est une torture, l'ennui est une torture, la privation de sommeil c'est une torture. Les gens quand on dit torture, ils pensent couper des mains, je sais pas moi, arracher des ongles, violer, bon. Il y a toutes sortes de tortures, hein. Vous savez, faites le test. Mettez-vous à une table, avec une chaise, devant une fenêtre, et vous n'avez rien à faire. Rien. Au début, ben, vous allez écouter un peu de musique, vous allez lire, puis, euh, puis après, tu vas commencer à te sentir mal.
Parce que l'être humain a besoin de relations sociales, a besoin de tâches, a besoin de défis, a besoin d'occupation, a besoin de... Beaucoup de gens, par exemple, se rassurent dans le fait de ranger chez eux, bouger les meubles de place. Ils sont très rassurés par le fait de devoir aller chercher les enfants à l'école à telle heure, puis faire des courses, puis prêt à manger. Ça leur donne un cadre. Quand quelqu'un comme ça est livré à lui-même, euh, sans but, et qu'il erre, les êtres humains se sentent mal. D'où le fait que cette mise, le fait d'être écarté du monde du travail, pour les gens qui sont vides de spiritualité, de pensée, de réflexion, ça, il y aura des vagues énormes de suicides. Il y aura des vagues énormes de faits divers, avec des gens qui ne sont pas préparés à tout ça. On l'a vu dans l'enfermement du Covid, il y a eu plein de divorces, il y a eu plein de meurtres, il y a eu plein de violences conjugales parce que les gens n'étaient pas préparés à devoir être chez eux et à devoir en fait s'occuper. Et le monde de demain, ça va être ça. Donc il faut se préparer dès aujourd'hui. C'est être chez toi et t'occuper. L'argent ne sera pas un problème. L'argent, d'une façon ou d'une autre, on va devoir te maintenir pour que tu restes un consommateur. Parce que sinon, Apple ferme, Amazon ferme, Darty ferme. Bon. Donc il faut que tout ça continue. Et pour ça, il faut que tu restes un consommateur. Mais on ne veut plus de toi en dehors de chez toi. Parce que tu travailles moins bien qu'un robot, tu es moins fiable qu'un programme d'intelligence artificielle. Tu as plus de revendications, tu tombes malade, tu arrives en retard parce que le petit, il a fallu l'amener au pédiatre. Donc, on ne veut plus de toi. Ou parce que tu es trop âgé, ou parce que tu es trop basané, ou parce que tu es trop gros. Bon, soit. Donc, on ne veut plus de toi. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, de ton temps? Euh, Tu vas te droguer, tu vas déprimer, tu vas regarder des programmes abrutissants à la télé, ou tu vas t'instruire, te poser des questions existentielles et te retrouver en tant qu'être humain. C'est pour sortir de ton état de machine qui est dans les embouteillages tous les matins, qui se retrouve au milieu des mêmes collègues. Salut, ça va? T'as passé un bon week-end? Ouais, et toi? Ouais, ouais, ça va. Bon. Tu vas passer à une autre vie, une vie où tu vas devoir faire beaucoup d'introspection, une vie où tu auras du temps. C'est ça le monde auquel il faut se préparer. Parce qu'il est inévitable. Tous ceux qui vous disent, ouais, on va s'insurger contre l'intelligence artificielle, les robots, ils se mentent à eux-mêmes, ils se mentent aux autres, et ils font perdre du temps, en fait. Ils font perdre du temps. Et moi, je ne le vois pas spécialement comme une mauvaise nouvelle, parce que je me dis justement, ce monde aliéné par le travail, enchaîné par le travail, va quand même permettre à certaines âmes de se retrouver, de revenir, en fait, à leur, à sortir de leur chaîne, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Quand tu as un travail, tu vas être à l'heure, tu t'angoisses, les embouteillages, les klaxons, trouver une place, s'habiller, se coiffer, subir les autres, tout ça, ça empiète sur ta personne. C'est une sorte, je répète, de viol, de espèce de kidnapping mental qui pose problème. Donc je ne peux pas, moi, me chagriner de quelque chose que je juge qui fait du mal à l'humain. Parce que les gens qui défendent le travail, c'est quoi en fait qui se passe? Un, ils veulent se rassurer qu'ils ont fait un bon choix. Deux, ils se sentent utiles. Donc évidemment, ils se sentent bien dans leur peau. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont au chômage, aux allocations, ils se sentent mal. Je suis un parasite, euh, je fais rien de ma vie, les autres travaillent et moi pas, je suis vu comme un pauvre type. Bon, ça, ils ont que ça en tête. Ils se disent pas, je suis hors du circuit de l'esclavage, j'ai du temps pour m'informer, pour lire, pour apprendre, pour réfléchir. Euh, Alhamdoulilah, non. Ils se disent, et parce qu'aussi il y a l'aspect argent. Voilà, les gens, comme ils veulent se marier, payer des dots, des lunes de miel, des cadeaux, ben, il faut de l'argent, et l'argent ouvre les portes de l'attraction féminine, donc tout ça c'est lié. Beaucoup de femmes, en général, ont du mépris pour un homme qui n'accepte pas l'esclavage moderne.
Parce qu'une femme veut être comme tout le monde, une femme veut pouvoir consommer, une femme veut pouvoir dire à ses parents, tel garçon qui demande ma main, il est architecte, il est machin, il est ingénieur, ceci. Et voilà, c'est toute une structure mentale qui fait que les gens acceptent l'esclavage de leur plein gré et ensuite le défendent. Je veux mon travail, je veux conserver mon travail, on est contre les licenciements, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, les gens, à un moment donné, ils aiment leur chaîne. Ils aiment leur chaîne. On revient toujours à l'histoire de le film là, de Tarantino, Django, machin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est psychologique, hein, ça nous concerne tous à des degrés divers. À un moment donné, quand tu as tes aises, en tant qu'esclave noir, tu vis chez le maître, tu as une chambre, tu es dehors au chaud, tu as à manger, tu as de la considération, tu as un statut, on te donne des responsabilités. Ben, quand on te dit, quitte cet endroit, reprends ta liberté, et viens, on part à cheval à l'aventure, doucement, hein, moi je suis dans mes repères ici, hein. J'ai ma sécurité ici. Et n'oubliez pas ce que je répète toujours, l'être humain est une créature qui donne beaucoup d'importance à sa sécurité et à son confort. C'est comme ça, c'est inévitable. L'inconnu, l'instabilité et la précarité, c'est une grande crainte pour l'être humain, encore plus pour les femmes, parce qu'il y a l'aspect enfant à protéger, etc. Donc, c'est pas du tout un acquis, ce serait illusoire de croire ça, que l'être humain, en fait, aime la vérité, la justice, l'indépendance, la liberté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'être humain, en général, il demande à être rassuré, il demande à être encadré, et il demande à ce que il ait le moins d'incertitude possible. Et pour ça, ben, on fait toutes sortes C'est ça le Dajjal. Dajjal, pourquoi beaucoup de gens vont le suivre? Parce qu'il va te rassurer. Il va te rassurer. Et les gens veulent être rassurés. Et c'est pour ça que ce système, en fait, il fonctionne. Parce que ce système, en fait, il rassure. Ah, si t'es malade, la carte vitale. Ah, si tu perds ton travail, le RSA, la CAF. Ah, euh, si les routes sont en mauvais état, c'est réparé avec le péage que tu payes. Ah, si tu ne trouves pas de logement, logement social, les APL. Bon. C'est-à-dire que c'est un système qui vise à dire offre-toi à moi et je te rassurerai. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Dajjal en fait. Reconnais-moi comme Seigneur et je vais faire pleuvoir sur tes récoltes, je vais guérir ton enfant, je vais faire revenir un défunt auquel tu tiens, etc., etc. D'où c'est une épreuve terrible, parce que on doit aller contre nos instincts de primaire, qui sont le fait de vouloir être continuellement rassuré. D'ailleurs, bon, c'est un autre sujet, mais beaucoup d'hommes, parce qu'ils ne sont pas dans une situation de précarité, alors ils comprennent pas ça, ne comprennent pas pourquoi les femmes euh, qui souffrent d'insécurité chronique, à la base, la plupart des femmes, ils ne comprennent pas en fait pourquoi la femme fait des choix sécuritaires. La femme fait des choix de stabilité, quitte à renoncer au mariage, aux enfants, etc. Parce que pour une femme, encore plus qu'un homme, la sécurité et la stabilité, ça n'a pas de prix. Sans ça, elle peut devenir névrosée, déprimée, suicidaire, parce que ça doit aller contre nature. Très difficile. C'est déjà présent chez tous les êtres humains, mais encore plus chez la femme. Et beaucoup d'hommes, en fait, ne comprennent pas. Ouais, ouais, les femmes, l'argent, ouais, les femmes, ceci, ouais, les femmes. Non, la femme, elle veut être sécurisée. Elle veut un homme rassurant. Elle veut avoir une sensation où mon bateau, dans des eaux calmes, n'est pas dans une tempête. Sans ça, vous pouvez être le plus beau, le plus intelligent, le plus religieux, le plus tout ce que vous voulez. Une femme, elle adhère pas. Elle adhère pas. Moi, elle regarde de loin, elle trouve ça sympa, peut un peu fantasmer dessus, mais pas plus. Alors les gens disent, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Elles sont exigeantes. Oui, mais
Tu proposes quoi qui les rassure? Puisqu'elles sont comme ça. Ça sert à rien de vouloir changer la nature des gens. Tu proposes quoi de rassurant, de stabilisant? Les récitations comme des perroquets, hadith, Qala Allah, Qala Rasoul, oui, on l'aime bien intellectuellement. Et puis derrière, qu'est-ce qui... Si tu la rassures pas, elle va dire, c'est bien, mais loin de moi, mon frère. Je t'écoute loin, dans un space, là, je t'écoute, mais je ne vais pas plus loin. Parce qu'il faut autre chose derrière. Et les gens croient qu'on n'est que dans un monde d'esprit, de paroles. Non, on est dans un monde concret. Il faut dormir, il faut s'habiller, il faut manger. Et l'être humain, qu'on le veuille ou non, il est pragmatique, tôt ou tard. Donc voilà un petit peu une voix un peu dissonante dans cette affaire d'intelligence artificielle. Je pense que c'est inévitable et qu'on doit beaucoup réfléchir à quelles seront nos vies une fois que ça sera là. Et qu'on sera plus dans cette espèce de cadre rassurant du travail en échange de 2 000 € par mois. T'as ceci, voiture de fonction, carte essence, pécule de vacances, tatati tatata. Bon, c'est rassurant, je suis d'accord. Ça occupe, je suis d'accord. Mais c'est peut-être pas là pour durer. Donc il faut se préparer pour la suite. Euh, Sinon, c'est la dépression, le manque d'estime de soi, euh, la décadence, et parfois ça peut être le suicide ou la drogue. Parce que l'être humain a très très peur de se retrouver face à lui-même. Et ça, on le comprend en prison. En prison, rares sont les gens qui occupent leur temps par la lecture, la réflexion, la méditation, le repos, etc. La plupart des gens font des trafics, fument du hashish, louent une cinquantaine de DVD pour tout le temps ingurgiter de l'image, vont faire du sport, pour s'empêcher justement de profiter de ce moment où ils sont logés, blanchis, nourris, et où ils peuvent enfin penser. Penser. Ils sont plus en bas de leur tour, ils sont plus dans leur embouteillage. Ils peuvent enfin penser à la vie et à eux. Et ça fait peur à beaucoup de gens. D'où les suicides en prison. Pas mal de suicides. Parce que c'est un choc pour l'être humain. L'être humain n'a pas l'habitude de faire de l'introspection. Ça le met face à ses contradictions, ça le met face à ses oublis, ses non-dits. Et c'est parfois choquant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.